Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF Liège et aussi en vidéo des regards d'évêques. Regards d'évêques en 4 parties, c'est toujours tout d'abord un commentaire de l'actualité en général, l'avis du diocèse de Liège, l'avis de l'Église en général et les questions d'auditeurs. Eh bien, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement la première partie, donc les questions d'actualité. Et en ce mois de décembre 2019, celui qui est toujours là est avec moi aussi, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Bonjour Monseigneur. Bonjour Ralph. La question habituelle, quels sont les événements des dernières semaines, peut-être des derniers mois, qui vous ont frappé, que vous avez envie de commenter ? Évidemment pour le mois de décembre, parce que je sais que vous avez une veine écologique, il y a eu la COP 25 à Madrid. Oui, c'est ça, effectivement. Donc la COP 25, réunie par l'ONU sur les questions climatiques et écologiques, donc qui n'a malheureusement pas pu aboutir à de grands résultats. On sent que c'est très très difficile d'avoir une convention pour réduire les gaz à effet de serre, pour maîtriser les augmentations de température, etc. Évidemment, quand on pense que des grands leaders mondiaux comme le président Trump aux États-Unis ou le président Poutine en Russie, dénient en effet les causes, je dirais, humaines du réchauffement climatique, forcément on est déforcé, quoi. On manque de punch, on manque de leader. J'entendais encore le président Poutine dire hier que le réchauffement climatique est dû à des causes naturelles. Il y a eu des réchauffements et des refroidissements climatiques dans l'histoire de la Terre, donc ce n'est qu'un de plus. Sauf que dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus, je dirais, subi, c'est beaucoup plus intense. Et donc les causes artificielles, dues à l'industrie et au développement technologique, sont quand même irréfutables. Donc, ce problème, je dirais, d'un certain aveuglement fait en sorte qu'on n'est pas non plus motivé pour trouver des solutions. Et on ne trouve pas de solutions parce que les solutions coûtent. Les solutions coûtent parce que les solutions passent pas des changements au niveau de l'économie, au niveau de la technologie, et donc forcément entraîne des coûts supplémentaires et des pertes peut-être de contrôle, de puissance. Et peut-être aussi des changements de mentalité au niveau du style de vie de chacun. Et en plus de ça, donc des changements de mentalité au niveau du style de vie de chacun. Donc voilà, on se rend bien compte que c'est difficile. J'espère que le pape François pourra prochainement publier les résultats du synode sur l'Amazonie, qui avait un volet écologique très important. Donc ça pourrait être au niveau de l'évolution de la mentalité et de l'opinion publique un bon signe, un signe important. Et je crois que nous, comme chrétiens, on doit continuer, bien sûr, à travailler pour l'évolution des mentalités et aussi pour l'application dans le concret des mesures qui permettent une maîtrise, du problème écologique aujourd'hui. On a souvent dit que 2019 était un peu l'année des jeunes aussi, alors que justement l'ancienne génération n'est pas vraiment prête à vivre ce changement. Les jeunes se mobilisent, que ce soit Greta Thunberg ou que ce soit d'autres jeunes un peu partout dans le monde. Est-ce que vous voyez ça comme ça aussi ? Oui, c'est vrai. Donc je pense que l'intensité des mouvements de jeunes à ce sujet-là est certainement une cause d'espérance pour l'avenir, Et je pense que c'est très important de les encourager. Il faut évidemment les encourager dans un sens positif et pas dans un sens catastrophiste. Parfois, il y a une certaine tendance au catastrophisme. Je pense que là, il faut aussi un peu modérer les transports, un peu modérer les émotions, parce que le sentiment catastrophiste n'est pas bon conseiller. Et je pense que c'est important de garder une confiance, de garder une espérance. Et donc, en ce sens-là, je pense que l'adulte a aussi quelque chose à dire aux jeunes. Mais en effet, c'est important que les jeunes continuent à s'engager sans aucun doute.
En Belgique, depuis plus d'1 an, on est sans gouvernement fédéral. Est-ce que ça vaut la peine d'être nommé ou bien est-ce qu'on peut dire, ben voilà, en Belgique, on fonctionne bien même sans gouvernement? Ou bien est-ce que c'est peut-être révélateur aussi de quelque chose? Donc déjà pour le gouvernement précédent, il avait fallu beaucoup de temps, donc c'est sûr que nous sommes dans de nouvelles constellations politiques puisque on a davantage de partis liés au régionalisme et donc moins d'importance des partis traditionnels liés plutôt à des grandes idées. Donc ça veut dire qu'il faut conjuguer les intérêts un peu divergents des uns et des autres, quoi. Donc on dirait qu'on s'aventure plutôt vers une coalition arc-en-ciel, mais ce n'est pas encore sûr. Donc j'espère qu'on va pouvoir quand même sortir de l'ornière parce que après 1 an, l'opinion publique commence à se lasser, quoi. Au cours de l'année, on prenait ça avec philosophie, mais après 1 an, on se dit il est quand même temps d'en sortir. Donc je pense qu'il faut une pression de l'opinion publique pour que voilà, on trouve les bons compromis pour trouver une solution. Parce qu'il ne suffit pas de se laisser aller aux aléas des propositions de loi qui émanent du Parlement. Il est important qu'il y ait aussi une ligne directrice qui provienne du gouvernement lui-même, quoi. Et donc, c'est important que ça se passe. En plus, au niveau financier, on fonctionne uniquement sur base du budget de l'année précédente. Et donc, on dépense un peu sans compter, puisqu'on n'a pas corrigé le budget. Et donc, on risque aussi de s'aventurer dans des dépenses qui sont quand même pas raisonnables. Donc voilà, moi j'appelle de mes voeux en effet la formation prochaine d'un gouvernement. La nouvelle loi sur l'avortement qui a fait couler aussi beaucoup d'encre déjà ces derniers mois. Pour l'instant, où en est-on? Est-ce qu'on va dans la bonne direction pour vous? Donc, la proposition de loi a été faite donc au Parlement. Cette proposition de loi a été en fait votée en commission parlementaire. Maintenant, elle doit être présentée au Parlement proprement dit. Entre-temps, elle fera l'objet d'un recours au niveau du Conseil d'État. Donc, on ne sait pas ce que ce recours donnera. Donc, il faut attendre. Évidemment, nous, comme chrétiens catholiques, nous sommes déçus par cette proposition de loi. En effet, elle transpose l'avortement de 12 à 18 semaines. Et là, elle franchit un seuil qui est un seuil tout à fait sensible où l'embryon devient un véritable fœtus et où on est à quelques jours pratiquement de la viabilité du fœtus qui pourrait être tout simplement un prématuré. Donc on arrive à la situation un peu absurde que le fœtus de 18 mois peut être avorté et donc tué dans le sein de la mère. Et quand il aura 19 mois, on va tout faire pour le sauver parce qu'il sera un prématuré. Et qui sait, dans 3, 4, 5 ans, quand la technique aura encore un peu évolué, on pourra alors avoir des prématurés aussi de 18 mois. Donc, les médecins nous disent que ce n'est plus un acte banal qu'un médecin habituel peut réaliser, qu'un tel avortement à 18 semaines. Ça devient vraiment un acte chirurgical. C'est un acte lourd de conséquences aussi. Et donc, je pense que c'est un mauvais signe pour notre vie en société. Donc, voilà, j'espère que cette loi ne passera pas et qu'elle sera retenue par le Conseil d'État, parce que d'un point de vue chrétien-catholique, la promotion de l'avortement n'est pas dans le sens de la défense de la vie, qui est au cœur de notre foi chrétienne. Et je pense que ce respect de la vie, ça passe aussi par les lois et pas simplement par les consciences individuelles. Les lois contribuent à former les consciences et à les guider. Et donc, il serait dommage que la loi soit en opposition à la conscience. C'est donc un peu en ce sens-là que j'espère que cette proposition n'aboutira pas. De la Belgique, partons presque à l'autre bout du monde, la Chine, où l'Église catholique est bien présente aussi. Mais je crois que la situation politique vous inquiète, parce que vous m'avez dit que vous avez notamment parlé avec un réfugié chinois dernièrement. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de parler récemment à un réfugié chinois, et il est chrétien catholique,
mais il me dit qu'il ne peut pas retourner en Chine parce que sa vie est menacée. Il me dit les musulmans et les chrétiens sont vraiment menacés dans leur existence. Donc, comme il s'exprimait pas bien en français, j'ai pas pu trop approfondir. Mais j'étais quand même étonné parce que il est vrai que le problème des musulmans en Chine est bien connu avec les Ouïghours. Par contre, le fait que les chrétiens étaient persécutés est moins connu parce qu'il y a une église nationale qui est admise. Donc, on comprend mal qu'à la fois il y a une église nationale qui est admise, avec laquelle le Saint-Siège, enfin pour laquelle le Saint-Siège a d'ailleurs signé un accord avec le gouvernement pour se mettre d'accord sur la nomination des évêques, et que d'autre part il y ait quand même malgré tout des persécutions, quoi. Évidemment, il y a l'église souterraine, hein. Peut-être que ce jeune Chinois faisait partie de l'église souterraine, clandestine, ça je n'en sais rien, mais il était en tout cas fort alarmé. Je pense que voilà, c'est quand même la preuve qu'il y a ce durcissement là-bas, qui n'empêche pas qu'il y a un développement du christianisme en Chine, mais aussi ça explique évidemment le durcissement du régime par rapport aux populations de Hong Kong, qui ne veulent pas non plus se laisser empiéter les droits démocratiques qu'elles ont acquis. Peut-être pour terminer quand même une bonne nouvelle, le 1er janvier, c'est la journée mondiale de la paix, et je crois que vous avez notamment relevé un rapprochement entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'on va vers la paix? C'est vrai que là, il y a des signes de détente, donc ce serait vraiment important, quoi. Il n'y a rien à faire. L'Ukraine doit être prise au sérieux. C'est vraiment un cœur de civilisation dans l'Europe. C'est le cœur de l'orthodoxie russe. C'est le cœur aussi de l'identité russe. On comprend que la Russie ait tendance à vouloir contrôler l'Ukraine, mais en même temps, il faut reconnaître que l'Ukraine a ce désir d'indépendance, mais ce désir d'indépendance correspond à une vraie culture locale, quoi, à une culture qui est très intense. Je le vois d'ailleurs dans les offices liturgiques, je le vois dans le dynamisme de l'Église ukrainienne, tant dans son versant catholique que dans son versant orthodoxe. Et je constate qu'on ne peut pas faire fi de cette culture extraordinaire qui se trouve là-bas en Ukraine. Kiev, la capitale, est un pont entre l'Orient, Constantinople, la civilisation grecque d'une part, et l'Occident, si on peut dire. Et donc, en ce sens, voilà, ce lieu me paraît très important pour l'avenir. J'entends aussi qu'il y a des rapprochements entre l'Érythrée et l'Éthiopie. J'entends qu'il y a une tentative d'apaisement au Sud-Soudan. Voilà, il y a quelques endroits dans le monde où on voit qu'il y a des progrès pour la paix. Donc j'espère que la journée du 1er janvier, où on va faire cette marche au flambeau pour la paix à Liège, dès 16h derrière l'hôtel de ville, vers la cathédrale et la place Saint-Paul, sera un moment aussi voilà, d'appel aux consciences pour s'engager pour la paix, prier pour la paix, accueillir ceux qui sont victimes de la guerre et travailler pour un monde futur en paix, quoi. Ça me paraît très très important. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur. C'était donc la première partie de Regard d'évêque de décembre 2019 en vidéo comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse et sur YouTube pour nous contacter. Les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien, à bientôt et déjà une bonne année 2020.